Bienvenue à nos chers internautes. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous vous disons bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette interview. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à travers nos plateformes numériques Facebook et YouTube, NMP officiel. Et c'est l'occasion pour nous de vous inviter à joindre massivement notre chaîne WhatsApp. Et donc, le lien est en description. Comme vous le savez, nous sommes face à notre illustre président Bandakani, une fois de plus pour une thématique qui porte sur l'organisation des BRICS. Et sur ce plateau, je serai accompagné de Ghislain Guessieux en comodération. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais adresser mes chaleureuses salutations au président Bandakani. Président, recevez mes salutations. Merci, merci. Salutations féminines. Avec toute la charge qu'elle porte. Moi, j'aime bien quand la modération est équilibrée. Sans les femmes, on n'avance pas. Donc, je suis très heureux de voir que de plus en plus, dans la modération, on intègre cette exigence sans tomber dans les parités occidentalisées et dans un féminisme de bas étage. Je suis content de vous voir, Madame Djengele. Merci, Président. Pour poursuivre cette interview, je serai, comme je l'ai annoncé tout au départ, accompagné de M. Ghislain Guessieux, à qui j'adresse mes politesses. Bonjour, Madame Djengele Charlotte. C'est toujours un honneur de vous accompagner dans cette modération, dans cette présentation dont vous avez réussi à incarner la voix féminine. On voit d'ailleurs que le président vient de signaler à juste titre qu'il appréciait. Connaissant le président dans les exigences qui sont les siennes, je suppose que ce n'est pas un compliment, c'est une appréciation d'une performance rendue manifeste. Nous ne pouvons que saluer. Je voudrais, Monsieur le Président, vous aussi vous adresser mes salutations, Monsieur le Président. Je vous en prie. J'ai le droit de boire un peu d'eau. Hein. Oh, c'est la vie, Monsieur le Président. C'est la vie. Surtout quand elle est filtrée comme c'est le cas. C'est la vie. Ça me permet de vous saluer, vous aussi. Dans le cadre de cette interactivité numérique qui s'inscrit dans la continuité de notre avant-gardisme panafricaniste, géopolitique et géospirituel pour libérer l'Afrique, consolider les acquis, changer les rapports géopolitiques à l'échelle mondiale. Donc, je suis toujours très à l'aise de remplir mon devoir. Il s'agit là, Monsieur le Président, de la croix des panafricanistes. Bon, manifestement, il apporte sans crier gare. Bon. Et vous, à votre niveau, je pense que c'est le cas. Ça va faire bientôt une trentaine d'années, Monsieur le Président. La croix, là, elle n'est pas très lourde. Bon, c'est une croix. Je sais pas, c'est une croix. C'est une dette que nous devons payer à l'égard des générations passées. D'accord, Monsieur le Elles Président. ont balisé un chemin. Nous aurons échoué si nous ne faisons pas plus qu'eux. Parce que si on regresse au-delà de ce qu'ils ont fait, ce serait un échec total. Nous devons faire plus qu'eux. Et c'est ces responsabilités-là qui nous motivent. Vous appelez ça une croix? Oui, mais plus une motivation. Vous n'êtes pas tort, hein? C'est une croix, c'est un fardeau, parce que malheureusement, des millions et des millions d'Africains travaillent pour que le continent ne se libère pas. Yes. Donc à ce niveau, vous avez raison de parler de croix et de fardeau. Voilà. En tout cas, Monsieur le Président, vous êtes à la brèche. Et ouais. Je pense que peut-être qu'en cours de chemin, vous rencontrez une personne qui viendra vous aider à porter cette croix. Vous allez énerver ceux qui n'aiment pas qu'on parle de choses comme ça. Hein. Je pense que Mme Djengele n'est pas gênée. Hein? Il y en a qui n'aiment pas que... On va vous traiter d'aliénés, hein, d'aliénés. Parler de croix, de Christ, tout ça. Il faut faire attention. Hein. En tout cas, vous êtes là. Hein? Vous êtes là. Nous sommes très heureux de voir que, bon, face à la lignée de trahison historique et toute son engeance, il y a aussi la lignée des résistants, de continuateurs,
qui sont suffisamment nombreux pour que nous ne soyons pas découragés. Merci, Président. Et pour nous aussi, c'est un plaisir. C'est pour cette raison que nous sommes face à vous une fois de plus. La thématique qui requiert notre attention ce jour porte sur les BRICS+, contexte, opportunités et perspectives. Quelle est selon vous la spécificité de l'organisation des BRICS? Mais sa spécificité, c'est de mettre fin à un ordre géopolitique dominé par l'Occident. Quand nous parlons d'ordre géopolitique, nous inscrivons l'ONU comme une organisation géopolitique. Elle a beau revendiquer une certaine universalité, ce qui n'est pas faux en théorie, au regard de ses prétentions et de sa charte. Mais nous savons que la spécialité de l'Occident et sa spécificité, c'est justement de camoufler les dynamiques ethniques, géo-ethniques, raciales, les dynamiques de cupidité, de prédation derrière l'universalité. Et l'ONU n'échappe pas à ce paradigme informel, ou bien à cette essence de l'Occident qui a soubassé l'émergence de l'ONU. Les BRICS, de manière fondamentale, refusent un ordre géopolitique dominé par l'Occident. Les BRICS se sont donnés pour défi de désoccidentaliser l'ordre international. Il faut mettre fin à l'hégémonie et à la domination occidentale. Alors, ça, on peut traduire ça en langage économique, on peut traduire ça en langage politique, mais c'est de cela qu'il s'agit. C'est une réaction à une domination, une hyper-domination de l'ordre international au plan économique, au plan politique, par l'Occident, ce qui se camoufle derrière les organisations prétendument internationales, qui sont internationales au niveau de leur formalité, de l'aspect formel, mais dans le fait défendent les intérêts occidentaux. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, de ce point de vue, les BRICS incarnent un basculement de l'ordre international. Il y a les sortes occidentaux qui le disent. Ils parlent d'une grande bascule, un basculement de l'ordre international, mais un basculement dont le sens est clair. Je l'ai dit, c'est de mettre fin à l'hégémonie occidentale. Hégémonie politique, hégémonie économique, hégémonie géopolitique. Quand on a dit ça, une lecture plus profonde permet de dire que, en fait, c'est un véritable espace de renouveau international et mondial. C'est une alternative à un ordre unipolaire, dominé effectivement par l'Occident. Mais c'est un grand axe de progrès, c'est un axe global de progrès. Progrès au sens noble du mot. Il ne s'agit pas des lubies progressistes, des mondialistes, j'allais même dire dégénérés. Des gens comme Macron et Tutti Quanti qui revendiquent le progressisme, qui consiste à masquer une rétrogradation, une régression économique derrière un faux progressisme qui consiste à dissoudre les mœurs, à dissoudre l'authenticité des mœurs, à dissoudre les valeurs fondamentales de l'humanité dans des abominations et des égarements qui font une espèce de déperdition de l'être humain et de déclassement de l'être humain tel que nous l'avons connu historiquement, dans le sens de menacer même la préservation de l'espèce humaine. Donc ce progressisme-là, ce n'est pas de ça que nous parlons.
Ici, il y a un véritable espace de progrès dans le sens où les BRICS créent les conditions d'une libération économique au niveau mondial. Et libération de tous les peuples. Hein. Parce qu'il faut bien lire, je crois qu'on dit tout à l'heure, on y reviendra. Les principes fondamentaux de BRICS c'est une révolution. Un État, une voix, par exemple. Quand on entend ça, ça dit que ça rend sénile les vieux, les histoires du Conseil de sécurité. C'est un principe démocratique qui est quasi qui est clair, universel. Une véritable démocratie. Ça montre le caractère dictatorial, unique du Conseil de sécurité à l'ONU, par exemple, et même du champ de la prépondérance, de l'hégémonie des pays occidentaux dans toutes les organisations internationales, que ce soit au FMI, à la Banque mondiale, même dans toutes ces annexes onusiennes, où d'ailleurs même la plupart des annexes sont purement devenues les agences aux mains de certaines familles. Hein. On peut citer le FUNIAP, on peut citer l'OMS, on peut citer le PNUE pour l'environnement, même dans une certaine mesure, même l'UNESCO, c'est carrément des agences entre les mains de certaines familles, de certains groupes de milliardaires, etc. Donc, le nom d'international désormais que de nom. Donc là, vous avez une dynamique qui réconcilie la véritable tradition internationaliste avec sa destinée, sa vocation naturelle, à savoir une globalité universelle qui est réellement démocratique et qui met fin à l'hégémonie, à des rapports hégémoniques, et les remplace par une véritable égalité souveraine. Un État, une voix. Ça, c'est une révolution. Hein, pareil. Donc c'est tout ça. C'est un espace de progrès économique, libération économique, mais c'est aussi un espace de conservation des valeurs essentielles qui préservent l'humanité et qui préservent la diversité des civilisations et la diversité des nations. Voilà. C'est tout ça. C'est un mouvement géopolitique, politique, une grande profondeur historique qui vise à basculer les rapports internationaux en les mettant hors d'une structure d'inégalité, d'une structure d'inéquité et d'injustice qui est véhiculée par l'Occident, et qui a débouché sur tous les drames que vous venez de citer, ces guerres qui ne finissent pas, ces injustices économiques, ces rapports internationaux injustes, révoltants, inacceptables, qui ne finissent pas d'empoisonner la vie de l'humanité et les rapports internationaux. Président Bandakani, rappelons ici que les États fondateurs des BRICS sont respectivement le Brésil, la Fédération de Russie, la République indienne, la République populaire de Chine, la République sud-africaine. Les 10 États fondateurs sont répartis sur 4 continents. Le continent africain, le continent asiatique, l'Europe et même l'Amérique du Sud. Président Bandakani, étant donné que l'organisation des BRICS est composée essentiellement des pays, entre guillemets, émergents du Sud global, quel est de votre point de vue le poids économique et géopolitique de celle-ci rapporté à une organisation concurrente comme le G7, qui est l'organisation essentiellement occidentale? Moi, je crois que le G7, c'est pas désormais le G6. G7, c'était G8, la Russie en a été expulsée, voilà. C'est resté 7, G8, G7 maintenant. En termes de poids, d'abord, démographie, c'est plus de la moitié de la population mondiale. En termes de poids économique, on est pratiquement 37-40% du produit intérieur brut mondial, Du PIB. PIB mondial, à valeur nominale. Donc, vous voyez très bien que et les prévisions même des pays occidentaux disent que d'ici 2050-2040, c'est terminé. Parce que là, actuellement, on est dans un rapport 37%, 40% de PIB international contre peut-être 46% au profit des pays du G7. Ils sont en deçà, G7 en deçà. En deçà, actuellement. Ils sont déjà en deçà? Oui, déjà. Déjà en deçà? Déjà. Ça allait très vite, hein? Ça allait très vite, parce que les prévisions qu'on faisait, c'était, on prévoyait d'ici à 2040 que les BRICS supplantent carrément le G7
au niveau du poids économique. Donc, quand vous représentez environ 45% de la population mondiale, 40% par exemple de la production mondiale du pétrole, par exemple 28% du produit intérieur brut nominal mondial et plus d'un tiers du produit intérieur brut mondial en termes de parité de pouvoir d'achat. C'est désormais vraiment un puissant concurrent. La dynamique de croissance des BRICS va tellement vite que les projections sont rattrapées par la rapidité réelle des dynamiques de croissance qui sont portées par les BRICS, qui font que... Monsieur le Président, si vous permettez que je vous interrompe un instant, c'était pour repréciser en fait la valeur en termes de PIB du G7 comparé au BRICS. Le G7 actuellement, nous sommes en 2024. Leur valeur nominale en termes de PIB est de 29,9%. Donc les BRICS en fait dépassent le G7 au niveau des PIB. Bon, si on prend l'Occident dans son ensemble, c'était dans ce sens que je disais. Mais ce n'est pas surprenant. On peut prendre par exemple la rapide évolution qu'a fait un pays comme la Russie. Bien évidemment. Certains classements internationaux disaient c'est la 7e, c'est la 8e, 10e puissance mondiale. Mais aujourd'hui, en un temps record, elle a dépassé, elle est pratiquement aujourd'hui à la 4e place. Effectivement. Elle a dépassé le Japon. Elle a dépassé le Japon, elle a dépassé l'Allemagne. L'Allemagne. Donc ça va très vite. Ça va très très vite. Et quand on sait que les chiffres internationaux sont truqués, la plupart sont truqués parce que profondément occidentalisés, véhiculant une propagande occidentale au plan économique et cherchant toujours à refléter l'hégémonie occidentale, on peut comprendre que effectivement on a raison de bien ajuster, n'est-ce pas, les formations que nous avons. Donc c'est un séisme mondial qui est devant nous. C'est un bouleversement qui est devant nous et qui s'est fait en silence. Qui s'est fait en silence et qui n'a pas été empêché, l'Occident n'a pas été en capacité d'empêcher ça. C'est ça l'événement, c'est-à-dire que l'Occident n'a pas été en mesure d'empêcher ça. Dans la vérité, mais comment l'Occident n'a pas pu voir tous ces développements, tous ces processus extraordinaires qui caractérisent désormais l'ordre international. Poutine dit que ce sont des processus irréversibles. Irréversibles. Donc, c'est un grand bouleversement économique qui, quand on l'analyse, c'est un Occident qui décline économiquement, qui décline culturellement, qui décline moralement. Alors, je ne parle même pas de la démographie, c'est catastrophique. En face des BRICS et d'un Sud global qui a devant lui des perspectives de croissance extraordinaires. On est là dans une perspective où le monde peut revivre les 30 glorieuses, mais pas cette fois-ci sous la domination de l'Occident. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut envisager ça. Maintenant, il y a des choses à régler, il y a des transitions à régler, de manière à ce que l'Occident déclinant n'entraîne pas dans sa chute ces anciennes colonies et tous les pays, n'est-ce pas, qu'il a longtemps dominé. C'est l'enjeu, je pense, du sommet de Kazan. Ça a été l'enjeu des sommets précédents. Que ce soit quand on regarde l'évolution des BRICS avec l'avènement de la banque de développement des BRICS, capable de financer des projets à la hauteur de plus de à peu de 400 milliards de dollars. Quand on regarde son fonds de réserve, on voit très bien la puissance financière qui est mobilisée. Voilà. Alors aujourd'hui, déjà le projet de la banque de BRICS, c'était pour contrecarrer le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Effectivement. Qui sont des organisations qui transpirent l'inéquité et l'inégalité du champ international, mais surtout l'instinct dominateur de l'Occident. On va prendre quelques exemples.
Par exemple, vous allez voir l'ensemble des États membres des BRICS ne bénéficient par exemple que de 15% du droit de vote à la Banque mondiale. 10% au FMI. Et alors que en termes de... Alors qu'il représente 42% de la population mondiale et plus de 30% de son produit national brut. Ce sont des chiffres en termes de produit national brut un peu décalés. Donc, vous voyez, la répartition de droits de vote, par exemple, ça montre que ces organisations-là, ce sont des organisations typiquement occidentales au service de l'Occident. Alors le projet de la Nouvelle Banque de développement, c'est de contrecarrer ça. Et sans vous couper, Président, ça. Nous pouvons remarquer cette politique-là de valeur au sein des sociétés africaines. Nous savons tous les dégâts que le FMI a eu sur nos sociétés. Et continue d'avoir. Sur nos sociétés, oui. On dira alors que la banque des BRICS apparaît ici comme une alternative pour tous les pays africains. C'est le projet. C'est le projet il est clair. D'ailleurs, la motivation de l'avènement de cette banque, c'est quoi? C'est que l'Occident a refusé, il faut le dire, hein. C'est pas que ces pays-là ont proposé à l'Occident une réécriture, une rélecture des règles internationales, que ce soit au FMI, à la Banque mondiale, à l'OMS, etc. L'Occident a refusé, carrément. Ça. Donc, c'est pas que les BRICS sont nés comme ça, non. C'est qu'il y a eu la démarche, il y a eu une démarche. Après la fin de la guerre froide, la Chine émerge, elle commence déjà à proposer un chantier de réécriture des termes du droit international, du commerce international, des échanges internationaux. Dans tous les domaines, que ce soit au niveau monétaire, que ce soit au niveau de la répartition des droits de vote à la Banque mondiale. La Chine pose ce problème, par exemple, la Russie même pose ce problème, mais les Occidentaux ont dit niet. Niet. Donc on n'a pas laissé le choix à ces pays-là. Hein. On n'a pas laissé le choix. Donc ces pays ont été obligés, de dire que, on va se donner les moyens de casser cet ordre-là, de le rendre désuet, parce qu'il va de notre propre suivi. Alors, et ce faisant, les BRICS ont ouvert, je veux dire, un boulevard extraordinaire, un boulevard global, n'est-ce pas, qui est porteur vraiment de libération économique pour les pays africains. Monsieur le Président Bandakani, vous venez de parler de la nouvelle banque de développement, celle qui est à l'initiative des BRICS. Il nous plaît de rappeler ici que la République algérienne, cette année, si mes souvenirs sont exacts, a réussi finalement à être membre de cette banque-là. Et cela indique davantage l'attrait que les pays qui ont une ambition de puissance, qui ont une intention de souveraineté de plus en plus affirmée, se dirigent quasi mécaniquement vers le regroupement des BRICS. Monsieur le Président Bandakani, en 2023, lors du sommet de Johannesburg, sous la présidence sud-africaine de l'organisation BRICS, la candidature d'adhésion de certains pays a été retenue. Il s'agit évidemment de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Iran, de l'Éthiopie, de l'Arabie saoudite. L'organisation est donc devenue BRICS+. Le mot plus, en fait, le signe plus indiquant en fait un ajout de membres. On passe de 5 personnes au départ à 9. Démographiquement, Monsieur le Président Bandakani, avec cet ajout-là, les BRICS regroupent désormais près de la moitié de la population mondiale. C'est à peu près de 50% de la démographie mondiale. Et économiquement, vous l'avez dit tout à l'heure, les chiffres actualisés indiquent en fait qu'ils représentent 35% du PIB mondial. Monsieur le Président Bandakani, il est prévu, et vous qui êtes assez informé le savez certainement, à la fin du mois d'octobre 2024, le prochain sommet des BRICS à Kazan en Russie, sous la présidence de la Fédération de Russie. Outre la validation éventuelle de candidature d'adhésion de nouveaux membres, triés avec grand soin sur la longue liste d'attente qui ne fait que grandir. Qui fait grandir. Il y a déjà plus de trentaine de membres qui continuent de grandir. Que peut-on véritablement attendre, Monsieur le Président Bandakani, du prochain sommet des BRICS à Kazan? Quelle est selon vous la projection de croissance, à la fois géopolitique et géoéconomique, que l'on peut avoir de l'organisation BRICS? On n'est plus au niveau de la croissance, c'est-à-dire que l'axe du progrès mondial a basculé. Ce n'est plus l'Occident. Bon, l'Occident a mis sur sa rente technologique. Elle a des moyens, elle a un avantage technologique qui est indéniable. Et elle a aussi l'avantage du fait que, bon,
tous les avantages liés à l'ancien cycle de domination. Ça c'est clair, les habitudes, les routines, etc. restent occidentales. Mais l'axe de la croissance mondiale, au-delà de la croissance, le développement global a basculé. Ce sont les BRICS qui tirent maintenant la croissance mondiale. Ce sont les BRICS, ce sont les pays émergents qui tirent la croissance mondiale, qui tirent le développement mondial. Il faut distinguer la croissance et le développement. Hein. Voilà, ce n'est pas la même chose. Mais les deux même là sont actuellement tirés par cet axe. C'est l'axe de l'avenir. Et c'est pour ça qu'il y a cette ruée vers les BRICS. C'est une véritable ruée. Hein. Vous avez dit 30, mais la liste fait que s'allonger, les gens cognent à la porte. Et d'ailleurs, il faut souligner qu'un pays comme la France va entrer dans les BRICS. On se souvient encore que Macron avait insisté pour être invité. La France va entrer dans les BRICS, c'est la Russie. La Russie à la porte. Oui, la Russie, pour l'instant, c'est net. Mais la France va entrer dans les BRICS. Pour vous dire ce qui est en train de se passer. Donc, il faut peut-être rappeler que, dans un premier temps, ça a été l'affirmation, le lancement des BRICS, lancer les BRICS. Et dans un premier temps, le projet majeur, ça a été porté par le lancement de... Comment on appelle ce projet-là? Le grand projet chinois de la route de la soie. La route de la soie. Après, la banque, le World Bank de développement. Mais aujourd'hui, on est plus loin. Aujourd'hui, l'enjeu de ce sommet de Kazan, c'est de régler la question du système monétaire, de régler la question de la monnaie. La monnaie des BRICS, dans toutes ses dimensions les plus fondamentales, au niveau des transactions internationales, dans tout ce qu'il y a, si on peut le détailler, dans l'unité de compte, dans l'unité de transaction, dans ce qu'on appelle les monnaies de règlement. Il faut bien comprendre cette affaire. C'est-à-dire, on ne veut plus que les transactions soient faites en dollars et en euros. Ces pays-là, ils ne veulent plus. Monsieur le Président, pour essayer de mettre un peu d'ordre au monnaie, Monsieur le Président, j'ai le souvenir et vous vous souviendrez que... Y compris même pour les paiements déjà réglés, hein, ils ne veulent plus. Parce que, Monsieur le Président, dans le sillage de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, la Russie a vu confisquer ses actifs de près de 300 milliards de francs CFA. Et il me souvient que récemment, le Parlement européen a voté une loi qui autorisait l'Union européenne à disposer des fonds russes pour en faire ce qu'il voudrait. Ce qui pose la question fondamentale de la crédibilité des réserves en euros et en dollars, Monsieur le Président. Je pense peut-être que le sommet de BRICS peut prendre ça comme prétexte pour notamment se projeter, comme vous l'indiquez, dans le cadre, n'est-ce pas, de ce nouvel ordre financier et monétaire mondial, Monsieur le Président. On n'est plus à ce niveau dans les BRICS. Les BRICS ont pris acte, et les BRICS avec le monde avec, du caractère, c'est pas l'iniquité, c'est du banditisme. C'est-à-dire que... Le mot n'est pas un peu fort? Non, c'est du banditisme pur et simple. Rien ne peut justifier ça. Vous ne pouvez pas prendre l'argent d'un pays comme ça, et que nous on confisque votre argent parce que vous avez envahi l'Ukraine. Qui confisque les avoirs d'Israël? Personne. Je ne connais pas. Qui confisque les avoirs des États-Unis? Je ne connais pas un pays qui l'a fait. Et qui viole le droit international plus que ces deux pays-là? Alors, donc vous voyez très bien qu'on a affaire du banditisme pur et simple, c'est de la prédation pure et simple, c'est du vol. Donc, en plus de la trajectoire historique des BRICS, tous les pays du monde entier ont bien vu le signal. Hein, et ont compris le jeu, que ben, là, on ne peut plus continuer à faire confiance à une monnaie comme le dollar, prétendument qu'elle est une monnaie de réserve, et son cousin l'euro. On ne peut pas, parce que vos avoirs ne sont jamais en sécurité, et tout à l'heure, on y reviendra. On y reviendra sur cet ordre occidental basé sur les règles que Lavrov dénonce jour et nuit, sur cet aspect de pouvoir réglementaire global et mondial que l'Occident s'est octroyé et qui se manifeste à travers les sanctions. Et ce type de comportement de prédation, de vol, de banditisme international pur et simple. Donc le véritable enjeu n'est plus à ce niveau. Le niveau, ils ont avancé, vous vous souvenez, le dernier sommet russe-africain, je crois, Russie-Afrique. Il y a une résolution qui est passée comme ça, les gens n'ont pas vu. Les transactions en monnaie nationale. Oui. Pour les pays africains. Les gens n'ont pas vu cette affaire. Les journaux panafricanistes en ont parlé. Voilà, les gens n'ont pas vu cette affaire, mais on avance. Aujourd'hui, là, l'enjeu du sommet, c'est d'officialiser un mode de paiement alternatif. C'est-à-dire un mode de paiement, de gestion des transactions internationales qui ne passe plus par le dollar et l'euro. Donc c'est là où on se trouve. Et c'est très intéressant, c'est extraordinaire. C'est très intéressant pour les pays africains.
très intéressant pour les pays africains et pour tous les pays du monde qui voient là l'occasion de contourner l'hégémonie, l'hyper-hégémonie de l'Occident, mais surtout son hégémonie sur les finances mondiales, la question monétaire, que ce soit à travers la Banque des règlements internationaux et parce qu'on l'a appelé la dématérialisation de la monnaie, qui jusqu'à présent était un monopole, n'est-ce pas, de l'Occident à travers les marchés financiers, etc. Donc on est là, en train, l'enjeu c'est de contourner ça totalement en mettant sur pied un système alternatif en matière d'unité de compte, en matière de monnaie de règlement, en matière d'unité de transaction. Alors, bon, l'information, il y a des fuites, des fuites tendant à donner une idée de l'architecture qui va émerger. Une monnaie de, comment on appelle ça, l'avènement de, comment on appelle ça, d'une monnaie électronique, mais adossée, les crypto-monnaies, oui. Mais adossée sur des valeurs réelles, sur des biens réels comme l'or. Mais pas, c'est pas le toit, les talons or, c'est-à-dire une monnaie, l'or qui évolue normalement en fonction de la réalité économique. Alors, tout ça est prévu pour contourner et gérer les fluctuations et rassurer tous les pays, puisque le principe de BRICS, c'est un véritable principe démocratique, c'est un État, une voix. Hein. Il n'y a pas de puissance que ça, parce que tu es la Chine, tout ça, c'est une puissance en voix. C'est un État, une voix. Il est prévu, n'est-ce pas, justement, d'adosser tout ça sur les monnaies nationales. C'est-à-dire, en plus, le fait que on a des crypto-monnaies adossées sur des biens réels, dont l'or, mais vous avez un truc extraordinaire qui s'offre aux pays africains, à d'autres pays, c'est que les monnaies nationales sont considérées, c'est-à-dire, vous avez votre franc, vous avez votre franc CFA, vous allez au niveau des BRICS, mais marché monétaire, vous pouvez changer votre monnaie, ça, vous n'avez aucun problème. Imaginez les perspectives que cela ouvre pour les pays africains. Je ne veux même pas imaginer, tellement elles sont gigantesques. Hein. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est un espace de libération économique, c'est un véritable espace de progrès dans le sens historique du mot. Et pour les pays africains, c'est encore plus vrai. Parce que à aucun niveau, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie, ni le Brésil, ni l'Inde qui menacent les pays africains, que ce soit du point de vue historique, et même dans l'actualité des relations internationales. C'est l'Occident qui est notre problème. Nous avons déjà là, Monsieur le Président, beaucoup d'optimisme, parce qu'on pourrait donc croire que la répression monétaire que l'Afrique subit jusqu'à présent, notamment les pays de la zone franc, tire déjà vers son terme, Monsieur le Président. J'avais dit depuis tout longtemps que le franc CFA est mort. Et qu'à un moment donné, même la France va courir derrière les gens pour abandonner ça. Vivement que ce jour arrive, Monsieur le Président. Oui, c'est qui va courir. Parce qu'à cette allure-là, aujourd'hui, regardez les pays de l'AES. Les pays de l'AES, c'est un pays de l'AES. Aujourd'hui, vous voyez, ils ne parlent pas de franc CFA. C'est parce qu'ils n'ont pas de projet monétaire. Mais en attendant que tout ça se mette en place, ils s'amusent très bien de tous les avantages qu'on tire d'un pareil espace. Évidemment, en se moquant bien de la France et de son système foireux colonial franc CFA. Donc, à terme, je dis, c'est des bouleversements s'annoncent, mais, on ne va pas libérer les Africains à leur propre place. Il y a le fait que nous-mêmes, nous avons à faire, nos États ont à faire ce qu'ils doivent faire. À ce niveau-là. Bien évidemment, Président, nous parlons ici du monde multipolaire que prône l'organisation des BRICS. Et à date, le continent africain est bel et bien représenté au sein de l'organisation des BRICS, en plus de l'Afrique du Sud, qui est l'un des pays fondateurs. Nous avons l'Égypte et l'Éthiopie qui y sont présents. Certains analystes politiques interprètent l'adhésion à l'organisation des BRICS comme une opportunité pour rejeter les diktats imposés par l'Occident. Tout à fait. Et vous êtes réputé comme étant le pionnier du renouveau panafricaniste qui s'oppose aux diktats occidentaux. Pensez-vous que ces pays africains membres de BRICS peuvent se constituer comme étant le pôle africain en construction au sein du monde multipolaire qui, pour une puissance comme la Fédération de Russie, relève d'une indéniable certitude? D'abord, il faut préciser que la dynamique des BRICS vient du fait que des puissances comme la Chine et la Russie se trouvent menacées
sont menacés dans leur existence. C'est-à-dire que les processus historiques qui étaient déjà à l'œuvre depuis la colonisation, l'esclavage et l'impérialisme se sont accélérés à la fin de la guerre froide. Se sont accélérés. On appelait ça la mondialisation, on a appelé ça la mondialisation, et dans une certaine mesure la globalisation. Mais quelle était la tendance de ces processus de fond? C'était le démantèlement des pays comme la Chine et de la Russie. C'est clair. Avec des processus excessifs, technologiques, comme la 4e révolution industrielle, qui avait déjà tous ces facteurs, tous ces tenants et aboutissants, déjà fermés, hein, c'est-à-dire prêts à porter. Donc prêts à porter. Voitures électriques, voitures ceci, telle innovation, tout ça a été prêt à porter. Et d'autres pays ne leur restait qu'à s'aligner et suivre. Y compris la Russie et la Chine. C'est comme cette tendance lourde que la Chine et la Russie ont décidé que non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut bien comprendre cette dynamique-là. Donc, l'Afrique, dans tout ça, c'est clair. L'Afrique, c'est un continent qui est le souffre-douleur de l'Occident. Par exemple de colonie, il faut trouver d'autres mots. C'est-à-dire que c'est l'esclavage, c'est la colonisation, c'est le néocolonialisme, c'est la recolonisation qui fusionnent en même temps. C'est-à-dire que c'est en temps réel, là, ça fusionne. Donc l'Afrique, en fait, son existence, elle n'existait plus. Dans les plans occidentaux, elle n'existe plus. Hein. C'était l'Afrique sans les Africains. C'était l'Afrique sans les Africains. C'était ce qui était à l'œuvre. Donc, l'avènement des BRICS c'est aussi une prise de conscience de la nécessité de la possibilité d'une disparition de la Russie et de la Chine. Donc, il est normal que pour ces pays-là, l'axe du monde, c'est-à-dire que ce soit la Chine, dans sa volonté dans son retour au plan international et dans la conversion de ce qu'on appelait l'atelier monde, cette fois-ci, au profit de la Chine, pour la Chine, pas être un atelier pour enrichir les Occidentaux qui délocalisent chez la Chine, tout ça n'avait de sens que si on décolonise réellement l'Afrique. Ce n'est pas de la philanthropie, c'est une convergence historique d'intérêts, comme rarement vu dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à tout point de vue, on peut s'amuser, c'est-à-dire que même si demain, il arrive que la Chine et la Russie ne sont plus liées, les deux ne peuvent pas se passer, ont besoin de l'Afrique. Dans la perspective, dans cette perspective d'une véritable globalisation. Cette fois-là, qui sera une globalisation des intérêts de toutes les nations, pas une globalisation technologique, aboutissement de la mondialisation, non. Une véritable globalisation. Donc, la bagarre entre la Chine, la Russie et l'Occident crée un boulevard objectif qui offre une possibilité de libération aux pays africains en particulier, mais à tout ce qu'on appelle le Sud global, à tous ceux qui hier ont été les laissés pour compte de l'hégémonie occidentale, à tous ceux hier qui souffrent le martyre de la domination occidentale. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Alors, les panafricanistes, nous avons saisi ça très vite. On a été précurseurs de ce mouvement-là parce que le renouveau panafricaniste s'est confondu en même temps avec l'annonciation d'un monde multipolaire. C'est là que c'est l'horizon naturel du combat panafricaniste. Alors, on est très heureux aujourd'hui de voir que ce mouvement de renouveau mental, de renouveau historique qui traverse l'Afrique coïncide avec la maturation de la dynamique historique que portent les BRICS. Je répète encore, dynamique historique parce que c'est plus que l'économie. Les BRICS aujourd'hui, tout le monde le dit, ce n'est plus un projet économique, c'est devenu un projet politique et géopolitique. Les BRICS actuellement, les projets, c'est-à-dire que la dimension géopolitique et politique prime sur les dynamiques économiques. Donc je veux dire quoi, c'est ça qui est fondamental à voir. Alors, tout à l'heure, vous avez souligné les démembrements sous-régionaux de l'ONU. Mais
il y a beaucoup de démembrements sur les journaux, là. Hein. Parlons comme ça. Il y a toute une vaste périphérie des BRICS en termes d'organisation, comme on n'en parle pas. L'organisation, la coopération de Shanghai. Mais, vous ne pouvez pas imaginer le poids économique de ce cadre-là. On en parle très peu. Oui, il y a aussi ce qu'on appelle l'Union économique eurasienne aussi, qui se construit depuis qui a se construit. La CEI, Comité d'État indépendant. Tout à fait, vous avez même l'organisation du traité de sécurité collective. Justement. Et je ne parle pas de tout ce qu'on appelle la grande aventure du Nord. Je ne sais pas si quand on parlait de l'Eurasie, je ne sais pas si on parlait de ça, mais la grande aventure du Nord, c'est-à-dire que la libération du potentiel économique des glaciers. Oui. Avec la route maritime du Nord. Maritime du Nord. Laquelle la route aussi travaille ardemment d'ailleurs. Donc, l'Occident est en retard là-bas parce que les Russes sont avancés, mais il y a une concurrence. Donc, les Africains doivent ouvrir les yeux et voir désormais quel est l'horizon économique du monde. L'avenir du monde, ça se joue sur le plan économique. Que de s'accrocher à une censure, un vampire historique qui vit en suçant le sang des autres. L'avenir économique du monde, ce n'est plus l'Occident. Ça a basculé dans ce complexe-ci qui, désormais, est dans une dynamique de véritable globalisation du développement. Pas, je le répète encore, pas une globalisation technologique. Président Vandekani, alors que le prochain sommet des BRICS est annoncé pour la fin du mois d'octobre 2024, particulièrement pour nous, les Camerounais qui vous suivons dans l'ensemble, il y a une question et il y a une préoccupation qui remonte un peu dans nos esprits. Est-ce que la candidature du Cameroun en vue de l'adhésion à l'organisation des BRICS relève d'un effet de mode géopolitique ou alors est-elle l'expression d'un choix géopolitique assumé? Non. D'abord, c'est des questions qui relèvent de la haute souveraineté diplomatique du président, qui est en charge les questions stratégiques de notre pays. Mais ce n'est pas un effet de mode. D'abord, le Cameroun a une tradition de non-alignement diplomatique. Il a une tradition de multipartenariat, multilatéralisme, de multipartenariat qui caractérise sa spécificité diplomatique et géopolitique et géostratégique. Donc, deuxièmement, de manière plus fondamentale, l'histoire du Cameroun, tel que ce pays s'est constitué historiquement, l'âme du pays, le stade qu'il a atteint dans sa lutte pour conquérir les leviers de la souveraineté et du développement, milite clairement pour une adhésion dans les BRICS, aux BRICS. C'est-à-dire que ce serait un non-sens de ne pas saisir cette opportunité. Parce que la véritable destination de tout l'effort que le chef de l'État aurait fait en termes de diversification des partenariats, l'atterrissage naturel, ce serait quoi? Pour donner de la profondeur à tout ce travail, ça adhère aux BRICS. Ça adhère aux BRICS. Donc, ce n'est pas un effet de mode. C'est la marche normale, c'est le développement normal de la stratégie de diversification des partenariats, Cameroun. Et c'est le seul chemin qui ait du sens si nous sommes sérieux dans notre volonté de devenir réellement souverains et de maîtriser les leviers de notre progrès. Développement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, sauf changement, sauf surprise, il est naturel que le Cameroun adhère au BRICS. Comme il est naturel que beaucoup de pays africains courent vers les BRICS. Même le Gabon va entrer dans les BRICS. Le Gabon, donc, c'est un exemple que je prends. Je ne suis pas en train de simplifier le Gabon. Je dis que le Gabon, quand on connaît son ancrage historique, son histoire, on voit bien que
Malgré ça, le Gabon, lui, veut profiter de l'opportunité qu'offrent les BRICS. Donc, le contraire serait contre-productif pour le Cameroun. Ça n'aurait pas de sens. Tous les efforts qu'on aurait faits n'auraient pas de sens si nous ne saisissons pas cette opportunité historique qu'est l'avènement des BRICS. Et d'ailleurs, ce qui permet de regarder un peu pourquoi il y a cette ruée vers les BRICS. Et c'est pas... C'est-à-dire, je vais vous donner... Il y a des éléments ici, c'est-à-dire que les gains de volume d'échange entre les membres du BRICS Plus étant déjà, n'est-ce pas, à l'origine d'un développement économique considérable, c'est-à-dire si on prend seulement les échanges, n'est-ce pas, intra-BRICS, selon le Boston Consulting Group, la part du commerce des biens échangés entre les membres du groupe a plus que doublé pour atteindre 40% entre 2002 et 2022. En 20 ans. Vous vous rendez compte? Le commerce intra-BRICS a augmenté de 56% entre 2017 et 2022 pour atteindre 614,8 milliards de dollars en 2022. C'est considérable ça. Bon, avec l'ajout de grands pays producteurs de pétrole comme l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats et des pays comme l'Égypte, qui ont une situation géographique stratégique ainsi que des infrastructures de transport essentielles, le commerce entre les BRICS Plus a continué de croître. Il est raisonnable de prévoir qu'au vu de la forte population, de la croissance de la classe moyenne et de l'élargissement du marché au sein du bloc, le commerce intra-BRICS Plus connaîtra une nouvelle croissance. Donc, les BRICS Plus offrent de multiples avantages économiques en termes de financement et de développement, en termes de commerce, en termes d'investissement. Donc, vous voyez très bien que... Est-ce qu'on peut... C'est-à-dire, est-ce qu'on est raisonnable si on se prive de tels avantages? Même pas. Alors, donc, l'attractivité des BRICS est... C'est-à-dire qu'elle est très forte. Elle est très forte, à tout point de vue. Et surtout pour des pays africains qui feront preuve d'audace et qui auront des équipes dirigeantes à la hauteur. À la hauteur. Parce que le problème, c'est que le vrai débat qui a derrière votre question, c'est de savoir si les classes dirigeantes africaines et nos élites sont réellement préparées à assumer les implications de l'avènement des BRICS, y compris leur attractivité. Bien évidemment, Président, sans toutefois vous couper, c'était bien évidemment ça le fond de la question. Parle de ça. Étant donné que lors du congrès du nouveau mouvement populaire, on a noté la réticence et l'inquiétude de certains pays africains à adhérer à ce mouvement, par peur de subir les restrictions du FMI qui est dans leur société comme un bourreau. C'est pour ça que la question un peu survenait. Un rapport de mai 2023 du Center for Economics and Policy Research, le CEPR, révèle que plus d'un pays sur 4 est soumis à des sanctions économiques de la part des Nations Unies ou des gouvernements occidentaux. Voilà. Un pays sur 4, hein, et que 29% du produit intérieur brut mondial est produit dans les pays sanctionnés, contre 4% dans les années 60. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une montée en puissance de la violence de l'Occident, de son instinct hégémonique, qui se traduit, je l'ai dit, par les politiques de sanctions. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et le Venezuela fait partie des pays les plus lourdement sanctionnés. Le rapport. En effet, un rapport du même organisme 2019 a révélé que les sanctions économiques de grande ampleur mises en œuvre par l'administration de Donald Trump depuis août 2017 ont entraîné au moins 40 000 décès supplémentaires au Venezuela entre 2017 et 2018. Ces sanctions portent sur les médicaments vitaux, équipements médicaux, sur la nourriture et d'autres importations essentielles. Tout ça en violant les propres lois des États-Unis. Hein. Ces sanctions sont illégales même du point de vue du droit américain, et je ne parle même pas du droit international. Pourquoi je pense ça? Pour vous dire que
les pays ont... La menace occidentale, et d'ailleurs les Américains ne le cachent pas, ils ont fait miroiter, ils ont osé ajouter dans leur arsenal de sauvagerie et de barbarie internationale une loi qui va punir tout pays africain qui va commercer avec la Russie, qui va traiter avec la Russie, qui va punir un individu africain, les leaders d'opinion, la société civile, qui traite avec la Russie. Et dans la punition, l'assassinat légal physique n'est pas exclu. Alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas cessé de collaborer avec la Russie. Bien sûr. Hypocrisie. À l'heure actuelle, ils ont fait combien de sanctions, mais le pétrole, le gaz russe, ils achètent ça sans avoir honte, en se cachant derrière l'un des pays. Donc c'est l'hypocrisie. Mais c'est ces menaces qui font peur à certains États. C'est la sauvagerie et la barbarie occidentale qui font peur à certains États. Mais le débat n'est pas de savoir si on a peur ou pas. On n'a pas le choix. Et c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir de la préparation de nos élites à assumer le défi et les opportunités qu'offre les BRICS. À ce niveau, il y a un problème. La plupart de nos élites étatiques sont très occidentalisées. Et il faut expliquer en profondeur, c'est-à-dire, c'est une occidentalisation de type clientéliste en plus, c'est-à-dire que des gens ne croient pas à leur pays, ils détournent les ressources dans leur pays et sécurisent ça en Occident. Donc, c'est-à-dire, c'est grave, c'est-à-dire, c'est une pathologie mentale très profonde. On dirige le pays, on a la tête des pays, on a la chance de développer, on est des élites, mais on ne croit pas à ce pays-là. On estime qu'on a une insécurité dans ce pays. Et que bon, on peut détourner les richesses du pays et aller garder en Occident. Évidemment, du coup, l'Occident a un moyen de pression et de chantage. De fait, c'est des élites-là parce que leur trésor est gardé dans ce pays-là. Leur pays est désormais. Leurs enfants, ils sont dans les universités, etc. Donc, vous voyez donc que la dynamique des BRICS surprend les élites africaines. Alors, dans cette ruée vers les BRICS, il y a des pays qui sont bien préparés au niveau des élites. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de profiter d'un cycle de transactions favorable, peut-être sur 10 ans, sur 20 ans, ou bien de profiter des facilités de financement, dans le sens de donateurs, clients. Vous voyez un peu ça? Non. Il s'agit de développer nos pays. Et le développement n'est pas possible sans souveraineté. Et la souveraineté n'est pas possible sans la vision. Une vision assumée sur le plan de l'histoire, sur le plan d'un grand projet politique et économique, d'une grande vision culturelle. Si on n'assume pas ça, dans le sens de dire que, ben, écoutez, on s'organise pour anticiper sur la réaction des vampires coloniaux, comme les Occidentaux, pour que le pays fasse les bons nécessaires. À ce niveau, on peut se poser des questions sur le niveau de préparation de notre élite. Ça se voit au Cameroun, avec les comportements de l'endocolonat. On n'a qu'à voir comment, alors que peut-être le président peut prendre des mesures visant à remettre la direction de nos bijoux économiques à l'expertise du pays. On voit bien comment des ministres, des barons roulent ouvertement contre ça et militent et travaillent pour que les monopoles étrangers reviennent. Pourquoi? Ça veut dire que vous avez manifestement la preuve que ils ne sont pas préparés à ces changements économiques internationaux parce que ça contrecarre leurs intérêts. La manière dont ils ont organisé leurs intérêts et leur reproduction en tant qu'élite dominante dans nos pays. C'est ça le risque qu'il y a. Bien évidemment, il y a des pays qui sont carrément des chevaux de Troie de l'Occident. Il ne faut pas compter sur ces pays-là. Donc ça sont les problèmes qui font que les pays africains, certains pays africains, ne sont pas bien préparés à profiter de cette opportunité. Donc il est très souhaitable que le processus d'adhésion du Cameroun au BRICS aboutisse. Voilà, et ce processus devrait aboutir. Il doit aboutir parce que c'est le gage d'une véritable deuxième et réelle indépendance de notre pays. Bien évidemment, Président Badakani. Maintenant que nous tirons à la fin de cette interview,
Nous voulons savoir, en tant que panafricaniste que vous êtes parmi les premiers pionniers du renouveau panafricaniste du XXIe siècle. Et nous voulons savoir vos attentes et le message que vous pouvez adresser à ces pays africains qui sont encore réticents. Je n'ai pas l'habitude de faire les messages au pays. Ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Moi, je ne fais pas de vœux pieux. Nous travaillons en tant que panafricanistes pour les obliger, pour créer, comment on dit ça, pour changer l'écosystème africain, l'environnement africain dans le sens d'amener les États à ne pas rater cette chance, cette deuxième chance que l'histoire nous donne. C'est le travail qu'on a fait depuis. Bon, on a eu des victoires extraordinaires, l'avènement de l'AES, mais il ne faut pas s'arrêter là. Nous travaillons pour qu'en Afrique centrale, il y ait un vrai basculement. C'est toute la bataille de la succession au Cameroun. C'est toute la bataille de la succession qu'il y a dans toute l'Afrique centrale. C'est pas le soutien que nous apportons à un pays comme le Tchad, au-delà des clichés que des non-initiés en géopolitique balance, c'est que on ne peut pas laisser un pays comme le Tchad à la merci de la France, par exemple. Chaque fois qu'il y aura des dynamiques, fussent-elles infimes, chaque fois qu'il y a une dynamique qui permet de donner les moyens à l'État tchadien de se séparer de la France, de manière objective, on soutient ça. On soutient ça. Et ensuite, nous suivons très près les processus qui est au Gabon. Il y a eu une conférence nationale qui a fait des résolutions et a donné au président. Parmi les résolutions, le départ des bases militaires françaises. Nous regardons le président et on voit si le président de l'Élysée ne va pas l'amener à oublier d'appliquer les résolutions de la conférence nationale. Et que ce n'était pas seulement un moyen de pression artificielle à balancer aux yeux de Paris pour recevoir l'adoubement de Macron. Donc, on regarde tout ça. Il faut suivre de près les processus qui se passent en Congo-Brazzaville, en Guinée équatoriale et au Cameroun, où on voit très bien qu'on est dans des fins de règne, des fins de cycles historiques. Et si on ne fait pas attention, elles peuvent basculer dans des dynamiques de retour en arrière, de recolonisation et d'annulation de tous les acquis historiques sur lesquels on peut s'appuyer pour ne pas rater le pareil virage. C'est ce que nous appelons au niveau du NMP les forces du vieux monde qui font face aux forces du nouveau monde. Le nouveau monde, ce sont les BRICS. C'est la dynamique des BRICS. L'Afrique n'a pas... L'Afrique ne se dissout pas dans les BRICS. Non, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce n'est pas ça qu'on parle. Mais on dit que le nouveau monde là, c'est la voie qui est ouverte, n'est-ce pas, par les BRICS. Bon, les BRICS parce que les Africains prêtent plus attention aux dynamiques comme celle-là, qui sont retentissantes, qui font, je ne sais pas, qui sont puissantes du point de vue physique. Mais le nouveau monde, c'est le panafricanisme, tel que nous l'avons relancé. C'est un monde de libération, de liberté pour l'Afrique. C'est un monde d'émergence de nouvelles élites au plan politique, au niveau des États, mais aussi au niveau social, au niveau de la société civile, pas la fausse société civile des guichets qui dépend de l'Occident avec son discours néocolonial de droits de l'homme, des bêtises comme ça. Il y a une vraie société civile qui comprend les enjeux, n'est-ce pas, de libération de nos pays, les enjeux de développement, les enjeux les enjeux géopolitiques. Donc, ce travail de changement de mentalité, de révolution mentale, de révolution politique, de révolution des imaginaires, c'est ça que nous appelons le nouveau monde. Et il y a les vieilles forces du continent historique, engendrées par la France, renouvelées par la nouvelle France-Afrique, entre guillemets, portée par le Tintin de l'Élysée, et les promesses de Washington, les fausses promesses que Washington fait miroiter devant les nouvelles générations. Tout ça, c'est le vieux monde. C'est le vieux monde. Donc, face à ce vieux monde-là, le nouveau monde est en mouvement. Et les BRICS, comment on appelle ça? Les BRICS constituent une opportunité historique extraordinaire sur laquelle les forces nouvelles africaines doivent s'appuyer. Et je dis bien, c'est une chance extraordinaire. Doivent s'appuyer, comme je l'ai dit, pour bâtir ce nouveau monde-là dans lequel l'Afrique est réellement libre. Merci, Président Bandakani. C'est sur ces mots que nous
arrivons au thème de cette entrevue. Nous retenons 2, 3 ou 4 choses. Mettre que ici, les BRICS, l'organisation des BRICS est venue mettre fin à l'ordre politique occidental. Et cette organisation représente l'axe global du progrès. La Banque de développement initiée par les BRICS apparaît ici comme une alternative au FMI pour les pays africains et que les Africains ou les pays africains doivent retenir que l'avenir économique n'est pas en Occident. Oui, c'est ce que nous pensons. Il n'y a pas l'avenir là-bas. Nous sommes très ravis, très heureux de vous avoir parmi nous pour cette édification, pour partager votre analyse géopolitique, géostratégique et géospirituelle qui est votre marque. La géospiritualité est renvoyée en arrière-plan, mais elle est là, c'est elle qui porte tout ça. Sans cette géospiritualité, on ne serait pas là où on est. Bien évidemment. Voilà. C'est notre arme décisive. La parole qui libère. Merci, Président Bandakani. Je vous en prie.